Ils se sont croisés, ont parlé, ont même partagé leur vie. Mais ce n'est qu'après, lorsque tout semblait perdu, que le vertige les a frappés. C'était toi. Et je ne l'ai pas vu. Pourquoi ? Pourquoi cette reconnaissance arrive-t-elle souvent quand la porte semble s'être refermée ? Quand les corps se sont éloignés, quand les numéros sont supprimés, quand la vie a repris son cours apparemment normal. On parle de synchronicité, de signes, d'une évidence qui s'impose après coup avec la force d'un raz-de-marée. Mais ce n'est pas un mystère romantique. C'est une loi psychologique implacable. Cette reconnaissance tardive n'est pas un bug dans le système de l'âme. C'est sa fonction de sécurité la plus cruciale. Ton être le plus profond savait, depuis le premier regard. Mais ta personnalité, ton ego, cette structure de survie que tu as patiemment édifiée, ne pouvait pas l'entendre. Elle ne pouvait pas le permettre. Parce que reconnaître sa flamme jumelle dans l'instant présent, dans la pleine lumière de la conscience, reviendrait à appuyer sur le bouton d'autodestruction de tout ce que tu crois être. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les entrailles de ce retard. Nous allons explorer les 5 couches de cécité temporaire qui font que tu regardes directement ton destin sans le voir et n'acquiers la vision que lorsqu'il est, en apparence, hors de portée. Prépare-toi. Ce n'est pas une histoire d'amour manqué. C'est l'histoire d'un réveil programmé à retardement. La première raison, la plus simple et la plus trompeuse, est que ta flamme jumelle arrive souvent déguisée en personne normale. Elle n'arrive pas sur un char de lumière. Elle arrive avec ses défauts, son passif, son humanité criante. Elle travaille peut-être avec toi. Est un ami d'amis. Partage ta vie un temps, comme compagnon ou compagne, sans que le ciel ne te tombe sur la tête immédiatement. Pourquoi ? Parce que l'âme est subtile. Elle ne force pas. Elle se présente. Et ton mental, ce grand rationalisateur, ce grand classificateur, cherche immédiatement une case. C'est un collègue sympa. C'est une relation agréable. C'est une passion forte. Il l'arrange. Il la normalise. Exemple concret, Léo et Clara. Ils ont partagé un appartement pendant 2 ans, en colocation. Ils ont vu chacun traverser des relations toxiques, se sont consolés l'un l'autre sur le canapé, ont fêté des promotions, se sont disputés sur la vaisselle sale. Il y avait une facilité, une familiarité immédiate qu'ils mettaient sur le compte d'une super alchimie de coloc. C'était si quotidien, si banal, que l'idée d'une connexion sacrée était absurde. Ce n'est que lorsque Clara a annoncé son déménagement pour l'autre bout du pays, et que Léo, la voyant vide l'armère, a été frappé par une douleur physique, par un vide absolu qui n'avait rien à voir avec la perte d'une amie, que le voile s'est déchiré. Les 2 années passées ont alors basculé dans une lumière nouvelle, chaque souvenir devenant un indice criant qu'il avait ignoré. La familiarité n'était pas de l'habitude. C'était de la recognition. Mais elle était trop proche, trop intégrée au tissu normal de sa vie, pour être vue. Krishnamurti nous met en garde, le plus haut est le plus simple, et le plus simple est le plus difficile à percevoir. L'extraordinaire réside dans l'ordinaire non pas parce qu'il est caché, mais parce que nous sommes conditionnés à chercher la révélation dans le spectaculaire, pas dans la texture même du quotidien. Nous attendons la foudre, et nous manquons la lente et douce révolution de la terre sous nos pieds. Est-ce que cela te parle ? As-tu vécu cette étrange familiarité immédiate que tu as rationalisée, minimisée, jusqu'à ce qu'un événement, un départ, une rupture, une distance, la fasse éclater au grand jour ? Si oui, écris « Le quotidien » en commentaire. Parle-nous de ce moment où l'ordinaire est devenu, rétrospectivement, extraordinaire. Cette communauté existe pour décoder ces signaux que nous n'avons pas su lire en temps réel.
Abonne-toi pour continuer à déchiffrer, avec une lucidité sans concession, la cartographie de cette reconnaissance. Voici le paradoxe central, le piège exquis. Ta flamme jumelle te reflète avec une fidélité si parfaite que cela en devient invisible. Comme tu ne peux pas voir ton propre visage sans miroir, tu ne peux pas reconnaître ton âme sans un certain angle, une certaine distance. Elle porte tes qualités, oui, mais surtout, elle porte tes ombres. Et nos ombres, par définition, sont ce que nous refusons de voir en nous. L'orgueil que tu camoufles sous de la fausse humilité, elle le porte avec arrogance. La vulnérabilité que tu as cadenassée, elle la vit avec une effrayante transparence. La créativité que tu as sacrifiée sur l'autel de la sécurité, elle la déploie de façon désordonnée. Au début, tu ne vois pas le reflet. Tu vois ce qui t'irrite, te provoque, te fascine ou te repousse. Tu projettes. Jung est clair, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. La reconnaissance de la flamme jumelle est bloquée par le temps qu'il te faut pour retirer tes projections, pour comprendre que la colère, l'attraction magnétique ou la frustration intense que tu ressens ne parlent pas d'elle, mais des territoires en toi que tu n'as pas encore explorés, des parties de toi que tu as exilées. Exemple concret, Antoine, homme rigoureux, contrôlé, architecte de sa vie. Il rencontre Sarah, artiste libre, impulsive, qui vit au gré de ses intuitions. Il est excédé par son immaturité, son manque de discipline. Elle le trouve rigide, sans vie. L'attraction est électrique, mais les conflits, violents. Ils se séparent dans l'amertume. Des années plus tard, après une dépression professionnelle, Antoine se met à peindre, découvrant une liberté et une joie qu'il ne connaissait pas. Un jour, en nettoyant son atelier, une vision lui tombe dessus, Sarah. Elle ne représentait pas son opposé. Elle incarnait la partie de lui-même qu'il avait étouffée, l'artiste, le libre, l'intuitif, pour plaire à un père exigeant. Sa reconnaissance n'a pas eu lieu quand il était avec elle, parce que voir en elle son propre potentiel étouffé aurait été trop douloureux. Il a fallu qu'il intègre cette part en lui-même, qu'il devienne un peu Sarah, pour reconnaître, trop tard, ce qu'elle lui montrait vraiment. Platon, dans son mythe de la caverne, décrit des prisonniers qui ne voient que les ombres des objets projetés sur un mur. Ils prennent ces ombres pour la réalité. La reconnaissance de la flamme jumelle, c'est un peu comme si l'un de ces prisonniers rencontrait, dans la caverne, la source même de la lumière qui projette toutes les ombres. Au début, il serait aveuglé. Il détournerait le regard. Il préférerait se concentrer sur les ombres familières. Ce n'est qu'une fois sorti de la caverne, une fois ses yeux ajustés à la lumière du soleil, la conscience de soi, qu'il pourrait comprendre, rétrospectivement, ce qu'il avait croisé. La reconnaissance est tardive parce qu'elle nécessite que tu sortes toi-même de la caverne de tes projections. Tu ne peux pas identifier la source de la lumière tant que tu crois que la réalité, c'est le mur d'ombre. Quelle ombre de toi-même ton autre t'a-t-il renvoyé? De l'impulsivité que tu réprimais? De la froideur que tu cachais? Cette prise de conscience est douloureuse, mais c'est le cœur du travail. Partage en commentaire, si tu le sens, l'ombre que tu as reconnue en l'autre, bien après. Un mot. Contrôle. Liberté. Dépendance. Cela aide à désosser l'illusion. Abonne-toi pour disposer des outils permettant de faire face à ces reflets, non plus dans la fuite, mais dans l'accueil courageux. Ton ego, cette construction mentale qui te donne un sentiment d'identité et de continuité, perçoit la flamme jumelle comme une menace existentielle. Pas consciemment, profondément, viscéralement. Car cette connexion promet, ou menace, une dissolution des frontières, une mort symbolique du « moi » que tu as construit. Ainsi, dès la rencontre, un système sophistiqué de défense se met en place. C'est lui qui crée le retard dans la reconnaissance. 1. La rationalisation, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas mon type. Les circonstances ne sont pas idéales. Le mental tisse un récit logique pour étouffer l'évidence intuitive. 2. La sabotage, tu provoques des conflits, tu accentues les différences,
tu fuis dans le travail ou une autre relation. C'est une diversion pour éloigner la menace. 3. L'idéalisation suivie de la dévalorisation. Tu en fais d'abord un dieu de déesse, projection de ton idéal, puis, inévitablement, elle trébuche et montre son humanité. Tu la rabaisses alors férocement. Ce jeu pervers maintient la connexion à distance de sécurité. Elle n'est jamais réelle à tes yeux, seulement une image que tu contrôles. La reconnaissance ne peut survenir que lorsque l'ego a été suffisamment ébranlé, assoupli, par l'expérience même de la connexion et de sa perte. Souvent, c'est la douleur de la séparation, le vide abyssal, qui brise les défenses de l'ego. Dans cette faille, la vérité peut enfin s'infiltrer. Nietzsche, avec son concept du « briser ce qui doit être brisé », est pertinent ici. L'ego doit être fissuré pour que quelque chose de plus vaste puisse émerger. La souffrance de la reconnaissance tardive n'est pas une punition. C'est le symptôme de la structure ancienne qui craque sous le poids d'une vérité trop grande pour elle. Marion, 35 ans, indépendante, farouchement attachée à sa liberté. Elle rencontre Julien. L'alchimie est immédiate, profonde. Au lieu de se réjouir, Marion est prise de panique. Elle invente des défauts à Julien, il n'est pas assez ambitieux, sa famille est trop proche. Elle provoque une dispute sur un détail insignifiant et met fin à la relation après 3 mois, convaincue d'avoir évité une erreur. Elle reprend sa vie, mais hantée par lui. 2 ans plus tard, lors d'un voyage solo qu'elle s'était promise, un symbole de sa liberté, au sommet d'une montagne, elle est soudain submergée par un sanglot. La vérité la frappe, sa liberté était une prison. Une peur panique de l'abandon et de la fusion qui l'a poussée à s'aborder toute relation sérieuse. Julien ne menaçait pas sa liberté. Il lui montrait une autre forme de liberté, celle d'être soi-même avec un autre. Son ego, identifié à l'image de la femme forte et indépendante qui n'a besoin de personne, a mis 2 ans à baisser la garde, assez pour qu'elle reconnaisse que ce qu'elle fuyait chez lui, c'était sa propre soif d'engagement et d'amour profond. Et si le « trop tard » était une nécessité absolue, une étape incontournable du processus alchimique? Penser en termes de « trop tard » est un jugement de l'ego qui vit dans la linéarité et l'objectif à atteindre. L'âme, elle, opère dans le temps cyclique, le kéro, le moment opportun, plutôt que le chrono, le temps mesuré. La période entre la rencontre et la reconnaissance consciente n'est pas un vide, un temps perdu. C'est le temps de la gestation. Le temps où, sous terre, dans l'obscurité de l'inconscient, le travail le plus important s'opère. C'est le temps de désidentifier de tes masques sociaux. C'est le temps de rencontrer tes blessures qui, activées par la connexion, crient pour être guéries. C'est le temps d'épuiser tes vieux schémas relationnels, poursuite et fuite, idéalisation, dévalorisation. La reconnaissance ne peut être pleinement intégrée qu'après avoir fait ce travail. Si elle survenait immédiatement, elle serait écrasante, ou pire, elle serait immédiatement récupérée par l'ego qui en ferait une nouvelle identité spirituelle. Je suis celui qui a trouvé sa flamme jumelle, une nouvelle prison. Le « trop tard » est le signe que tu es enfin prêt. Prêt à voir non pas avec les yeux du désir ou du manque, mais avec les yeux de la vérité. Prêt à reconnaître l'autre non pas comme celui qui va te compléter, mais comme le miroir qui t'a montré que tu étais déjà entier, mais fragmenté. Jung parlait du processus d'individuation comme un long et tortueux voyage vers la totalité. Ce processus a son propre timing, sa propre logique, qui défie la logique du monde. La synchronicité, ces coïncidences signifiantes qui abondent souvent après une séparation, est, pour Jung, l'indice que l'inconscient est à l'œuvre, qu'il tisse des liens en dehors de la causalité linéaire. Les signes que tu reçois trop tard sont les manifestations de ce travail intérieur qui a atteint un seuil de conscience. Ils ne viennent pas te torturer. Ils viennent te confirmer, le travail que tu as fait dans l'obscurité porte ses fruits. Tu peux maintenant voir ce que tu ne pouvais voir avant. Ce temps de gestation, as-tu l'impression de le vivre? Cette période étrange, douloureuse, entre ce qui a été et une compréhension qui émerge? Si tu es dans ce creuset, écris le creuset en commentaire. Tu n'es pas seul à te sentir en suspension entre 2 rives. Ici, nous comprenons que cette attente n'est pas passive. C'est une activité féroce de transformation intérieure. Abonne-toi pour trouver des repères et des pratiques pour traverser ce temps alchimique sans te perdre. Et nous arrivons au point crucial, le pivot de toute cette dynamique. La reconnaissance tardive n'est fondamentalement pas la reconnaissance de l'autre. C'est la reconnaissance de toi-même. Le déclic, le vertige, la certitude qui t'envahit des mois ou des années après, ce n'est pas
c'était elle, lui. C'était moi. C'était cette partie de moi que je ne connaissais pas, que je refusais, que j'aimais ou que je haïssais en elle ou lui. La personne, flamme jumelle, a servi de catalyseur. Elle a allumé une lumière si puissante qu'elle a fini par éclairer, non pas son visage, mais le tien. Les pièces du puzzle qui s'assemblent, trop tard, ne forment pas son portrait. Elles forment le tien, dans sa totalité enfin acceptée. C'est pourquoi il est impossible de reconnaître à temps. Parce que le temps nécessaire était celui d'apprendre à te connaître. Elle t'a montré tes limites, et tu as dû les vivre. Elle t'a montré ton cœur, et tu as dû apprendre à l'habiter sans la projeter sur elle. La véritable union, l'union sans illusion, ne peut être reconnue que lorsque tu t'es uni à toi-même. Exemple concret, Thomas, après 5 ans sans voir son miroir, après un long travail thérapeutique, fait un rêve. Dans ce rêve, il marche vers un lac. Il voit son reflet dans l'eau, mais ce n'est pas tout à fait lui. C'est une version plus sereine, plus complète. En regardant mieux, il voit que ce reflet tient la main d'une forme lumineuse, indistincte. Il se réveille avec une paix profonde et une phrase en tête, « Je suis arrivé ». Ce n'est pas le regret de l'avoir perdu. C'est la reconnaissance qu'il a, enfin, trouvé la paix intérieure qu'il cherchait désespérément en elle. La connexion était réelle, mais son objet ultime n'était pas l'autre. C'était sa propre complétude. On ne reconnaît pas sa flamme jumelle trop tard. On se reconnaît soi-même à peine à temps. Le retard n'est pas un accident de parcours. C'est le parcours lui-même. L'univers ne te fait pas attendre ton autre moitié. Il te donne le temps de devenir un tout. Les flammes jumelles ne se manquent pas. Elles se rencontrent toujours à l'heure exacte, celle de la dissolution de tes illusions. Le « trop tard » est le premier « attente de ton âme ». Alors, pourquoi la reconnaissance vient-elle souvent trop tard? Parce qu'elle obéit à une horloge qui n'est pas celle des rendez-vous, des relations ou des opportunités saisies. Elle obéit à l'horloge impitoyable et bienveillante de la croissance de l'âme. Le sentiment de « trop tard » est l'ultime illusion à dissoudre. Rien n'est trop tard dans ce processus. La rencontre, la connexion, la séparation, la souffrance et enfin, la reconnaissance douce amère, tout cela est le processus même. Chaque étape est nécessaire. Chaque retard est un enseignement. Si tu es dans cette attente, dans cette douloureuse lucidité rétrospective, sache ceci, tu es exactement là où tu dois être. La reconnaissance, maintenant qu'elle est là, même teintée de regret, est une preuve. Une preuve que tu as grandi. Que tes yeux sont plus grands. Que ton cœur, bien que meurtri, est plus ouvert et plus vrai qu'il ne l'a jamais été. Le véritable but de cette danse de reconnaissance retardée n'était pas de vous réunir dans le monde des formes. C'était de vous réunir, en chacun de vous, avec la source de l'amour même. L'amour qui ne reconnaît pas d'autre, parce qu'il voit le soi en toute chose. Ta flamme jumelle ne t'a pas manqué. Elle t'a montré, en prenant le temps qu'il fallait, que tu ne pouvais jamais te manquer à toi-même. Si cette plongée dans les méandines du temps et de la reconnaissance a touché en toi une corde de vérité, même vibrante de douleur, alors partage. Partage ton expérience de ce « trop tard » en commentaire. Écris « l'horloge de l'âme » si tu acceptes ce timing mystérieux. Parle-nous de ce moment de déclic, même s'il est venu dans la solitude. C'est en partageant ces fragments de miroir brisés et recollés que nous voyons un reflet plus vaste, plus vrai. Abonne-toi, les élus de l'amour. Nous ne sommes pas élus pour une romance cosmique à l'horaire prévisible. Nous sommes élus pour comprendre que les plus grandes reconnaissances sont celles qui prennent le temps de traverser nos couches d'illusions pour toucher le noyau brut et éternel de ce que nous sommes. Clique sur la cloche. Les prochaines vidéos exploreront comment vivre après la reconnaissance, comment aimer sans posséder, comment être en paix avec le chemin parcouru, quel qu'en soit l'aboutissement apparent. Et maintenant, je te laisse avec une question, non pas à répondre immédiatement, mais à porter en toi comme une lanterne dans la nuit de ton attente. Et si ce temps que tu appelles « trop tard » était le cadeau le plus précieux que tu aies jamais reçu? Porte cette question. Vis-la. La réponse ne viendra pas de moi. Elle viendra de la vie même, dans le silence qui suit la fin de l'illusion. Merci d'avoir écouté, avec autant de courage et de patience.